Bonsoir Ahmed Hassan, est-ce qu'Ahmed Hassan, tu m'attends? Oui, bonsoir, c'est Dassan. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mohamed Abdou, bonsoir tout le monde. Alors Ahmed Hassan, qui est notre invité de ce soir? Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Libre des Comores. Nous sommes en direct aujourd'hui depuis le studio 84 de Paris. Nous sommes en direct depuis Paris. Nous sommes sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok Live. Partout, vous pouvez nous trouver sur les plateformes de toute la chaîne Libre des Comores. Aujourd'hui, mon frère, c'est Dassan. On a invité une femme malgache, une activiste, une lanceuse d'alerte. Comme vous savez, chez Libre des Comores, on aime aller à la source de tout ce qui se passe dans le monde d'une manière générale, ou aux Comores, ou partout dans le monde. Aujourd'hui, on a décidé d'inviter Madame Cynthia, une jeune femme courageuse qui est au cœur de l'actualité à Madagascar. Comme vous savez, Madagascar aujourd'hui, et il y a le chaos. On a vu les militaires qui ont pris le pouvoir, où on ne sait pas où se trouve le président Rajolina, André Rajolina, on ne sait pas où se trouve sa famille. Aujourd'hui, le président du Sénat a été destitué. Beaucoup d'événements, ces Dassan, se sont déroulés. Les Comores ont réagi par Azali Assoumani, par un communiqué de la présidence des Comores. Nous allons venir en détail aujourd'hui, mon frère Sédassan et Mohamed Abdou. Merci, mon frère Ahmed Hassan. Bonsoir Cynthia, est-ce que vous m'attendez? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté notre invitation, Cynthia. Et quelle est la situation actuelle sur les événements à Madagascar? Alors actuellement, c'est le CAPSAT qui a pris le pouvoir à Madagascar. Et il y a des négociations que les anciens dirigeants sont en train de faire avec le CAPSAT actuellement. Mais en fait, dans la jeunesse, n'en veut pas. Voilà. Parce que nous, on voudrait que ces dinosaures-là soient plus là. Voilà. Allez, Ahmed Hassan. Madame Cynthia, on a vu aujourd'hui, comme vous voyez sur les images qui apparaissent sur l'écran, ceux qui sont sur Facebook et YouTube observent ceci. Où se trouve actuellement le président de la République de Madagascar? D'après des sources pas officielles, mais en tout cas dans mon groupe de discussion, il est à La Réunion. En fait, il a été exfiltré de l'ambassade de France. Après, il était allé à Yavlou. De Yavlou, on a récupéré avec un hélicoptère pour aller à Nosibé. Et de Nosibé, un avion de l'armée française l'a récupéré pour aller à La Réunion. Voilà. Et sur l'avion qu'on le voit sur l'écran, est-ce que vous pouvez expliquer le contexte est-ce que c'est l'avion par lequel le président s'est enfui, ou c'est une autre famille qui prend la fuite avec cet appareil? Je pense que c'est l'avion je considère que c'est l'avion par lequel une autre famille visiblement, c'est pas, vu que c'est un avion de l'armée française ou. C'est un avion de l'armée française? Oui. Donc, c'est Ratsouel, non, c'est sa famille, parce que celui de Ravatmang est parti hier soir, je crois. Donc, ça peut être que la famille Ratsouel, ça ouvre à Candice. C'est quelle région, c'est dans quelle région où l'appareil est atterri pour évacuer les familles? Là, c'est Nosibé, là. C'est à Nosibé? Oui, oui. Moi, Cynthia, ce que je voulais vous poser comme question, qui a fait basculer ces événements à Madagascar? Qui a fait que voilà, ça y est, l'armée a réagi à prendre les choses à main? Alors, c'est une assez longue histoire. Donc, en fait, au début, il y a eu l'histoire de la base Tuléar. Je ne sais pas si vous connaissez l'extraction des terres rares à Madagascar et tout. Oui. Et en fait, là-bas, il y a eu 3 morts. Et ça a été étouffé par le président de la République. Et de là, il y a quand même, il a commencé à avoir une gronde au niveau de l'armée. Ensuite, il y a eu aussi les gens morts du botulisme, les 33 morts en Bouimalaz. Et je pensais que ça allait s'éclater là, parce que je pensais que vers le mois de juin, il y aurait quelque chose à Madagascar. Ensuite, il y a eu les 3 officiers qui ont été tués. Et ils ont dit que c'est accidentel. Ils ont eu un accident, mais en fait, ils ont été tués. Hein. Et aujourd'hui, en fait, c'est le fait que Baba, Lily et Clémence sont venus demander de l'eau à la, comment dit-on ça, à la mairie.
Et en fait, la mairie a refusé, enfin, à la mairie a refusé, le préfet aussi a refusé leur manifestation. Mais la Gen Z a décidé quand même de faire la manifestation parce qu'il y a eu vraiment le Népal. Le Népal a accéléré le mouvement de la Gen Z. Voilà. Le Népal a inspiré la jeunesse. Voilà, ça nous a inspiré. On a voulu faire de la népalisation. C'est ça le mot, népalisation, c'est-à-dire que il fallait dégager tous ces vieux dinosaures, toutes ces personnes-là qui volent, qui sont corrompues. Il fallait dégager le népotisme. Et en fait, au début, on a réclamé que l'eau et l'électricité. À la fin, en fait, on a réclamé la fin de la corruption, la fin du népotisme, mais aussi la démission du président Andrazuel. Donc, on a vu que vous avez joué un rôle très majeur, surtout dans les réseaux sociaux. Comment expliquez-vous cet rôle pour les réseaux sociaux, Cynthia? Alors, je sais que le président de la République Malagasy est très compétent. En fait, son équipe est très compétente au niveau de la communication. Et à chaque fois qu'un Malagas s'exprime, il réussit toujours à retourner la situation en sa faveur. Et comme moi, j'ai de l'expérience dans la communication, je me suis dit, eux, je vais les contrer. Comme ils aiment bien déféquer sur les chéquiers, et ben moi, je vais faire de même, mais sur leur tête. Et en fait, c'est comme ça que j'ai décidé à chaque fois qu'ils mettaient des informations surtout, en fait, je mettais l'information exacte à chaque fois pour que c'est un travail de longue haleine, hein, mais visiblement, ça finit par payer. Et au début, j'étais suivie pas par beaucoup de monde, hein, mais au fur et à mesure, les gens ont commencé à comprendre et en plus, j'ai vulgarisé aussi justement la géopolitique et la politique. Et c'est pour ça que la jeunesse, en fait, arrive à... En plus, je dis beaucoup de promos dans mes vidéos. Hein. C'est pour ça que la jeunesse a pris la mayonnaise et a commencé à écouter ce que je dis. Et c'est vraiment en vulgarisant tous les mots économiques, etc. Parce que il faut savoir que 75% de la population malagasy est analphabète et 85% sont des jeunes de moins de 18 ans. Ah oui. Donc, il fallait trouver le moyen de leur faire comprendre la politique et de leur faire comprendre que de toutes les façons, c'est à eux. La politique n'est pas forcément quelque chose de sale, mais ce sont les dirigeants qui l'ont sali. Voilà. Donc, Cynthia, vous confirmez que les réseaux sociaux a joué un rôle majeur dans cette nouvelle histoire de Malgache? Oui, au début, on a fait des lives entre copains, copines, etc. Et au fur et à mesure, en fait, on a commencé à vouloir éveiller la jeunesse. On a fait des petits mouvements, Free Madagascar, Mialaratuel. Et au final, c'est la Gen Z, Gen Z Mada, qui a commencé à vraiment à faire trembler le gouvernement de Léon Andrazuel, d'ailleurs, qui a fini par être dissolu. Mais c'est vraiment la communication au niveau, d'abord TikTok. Ensuite, on est passé sur Discord. On a été infiltré par des gens du gouvernement. Du coup, on est passé par WhatsApp et on est passé par Telegram. Voilà. Donc, en fait, nous sommes un groupe de jeunes moi, je fais pas partie de la génération Z. Je suis un peu celle au-dessus. Mais nous sommes un groupe de jeunes qui, justement, nous voulons changer, en fait, la destinée des Malagasy, c'est-à-dire la destinée de mourir, parce que il faut pas oublier aussi qu'il y a un génocide étatique chez nous. Il y a 580 000 personnes qui meurent de faim. Il y a 1 800 000 personnes qui souffrent de famine, justement, dans le sud de Madagascar, vers la base Tuléa. Et vers cette base-là, en fait, c'est l'exploitation des terres rares qu'ils veulent effectuer avec des entreprises américaines. Donc, moi, je me bats pour la dignité des Malagasy. Et c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je me suis toujours battue pour notre dignité et notre honneur. Je pense qu'on a oublié aussi qu'on était aussi des gens qui sont honorables et je me bats vraiment pour la liberté. Voilà. Allez-y, Mohamed Abdou, si vous avez une question à poser à Cynthia. Moi, ma question, Cynthia, je voulais savoir que vous parlez un peu de votre groupe.
Est-ce que vous restez juste sur les réseaux ou vous avez encore des gens dans le pays qui luttent ou c'est juste dans le réseau? Vous travaillez juste sur Il les y en a réseaux beaucoup. sociaux? Alors nous, on est sur les réseaux et on est activiste aussi sur le terrain. C'est-à-dire que les jeunes que je coordonne, etc. Et ben en fait, nous, on est sur le terrain aussi. C'est-à-dire que chaque jeune est chef d'équipe pour, par exemple, pour les manifestations, pour diriger un peu l'équipe et pour approvisionner en eau, etc. Donc en fait, pour la logistique, il y a des jeunes qui s'occupent de la logistique, il y a des jeunes qui s'occupent de quand on va aller à le lieu de rassemblement. Et en fait, c'est vraiment comme ça que la Gen Z s'est organisée. Je suis pas la seule à faire ça. Il y a beaucoup de jeunes coordinateurs aussi autour. En fait, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de tête, mais on est tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on a décidé pourquoi on a fait ça et pourquoi une certaine solidarité, parce que nous aussi, n'oublions pas que la diaspora a eu vraiment un rôle très important au niveau du financement. Et ben en fait, c'est avec la solidarité et le financement de la diaspora que les choses ont avancé comme ça. C'est pas forcément, on n'a pas forcément de mécènes ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment par la volonté de chacun. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Et aussi, en fait, on a essayé de s'adapter à chaque fois sur le terrain quand on est attaqué, parce qu'il faut dire qu'il y a aussi le logiciel Predator qui est contre nous, et on s'est toujours, en fait, adapté en fonction de la situation. Et la solidarité, en tout cas, la solidarité a été très très forte, et on veut pas être manipulé par des oligarques et par des impérialistes, par des néocolonialistes, parce que on est quand même dans un système néocolonial et on a quand même des idées panafricanistes. Donc nous, on ne veut pas être dominé par quoi que ce soit, par des oligarques, parce que c'est ça qui domine actuellement Madagascar et qui gangrène Madagascar, ce sont les oligarques. 80% sont des entreprises françaises, des oligarques, hein, je crois. Et en fait, c'est pour ça qu'on est étouffé au niveau du marché local et national. Cynthia, les gens ils ont du mal à qualifier cette révolution ou coup d'État. Il y en a qui appellent un coup d'État, il y en a qui disent c'est une révolution. Vous classez à quel côté, Cynthia? Alors, je la classe du côté de la révolution parce que c'est un soulèvement populaire au début. C'est un soulèvement de la Gen Z. Après, la population est arrivée, c'est-à-dire tous les Vaok, on dit Vaok en malagasy et tout. Et c'est 2 semaines plus tard que l'armée a décidé de se mutiner, de ne pas tirer sur le peuple. Donc, ça n'a pas été organisé par l'armée. C'est vraiment la Gen Z qui est descendue dans les rues. C'était un mouvement populaire et en fait, l'armée a juste rejoint parce qu'ils en avaient marre de voir des jeunes tomber et mourir, torturés, parce que quand on se fait arrêter, on se fait torturer par la police. Vous avez même vu la photo, les vidéos de la jeune fille qui s'est fait brûler les cheveux, ou encore du jeune homme qui s'est fait tirer sur quelques mètres par terre. Ou encore du monsieur qui s'est fait sniper et qui est tombé sur les escaliers. Et en fait, les militaires ont décidé de ne plus tirer sur les jeunes parce que faut dire que ce sont les officiers et les sous-officiers, donc ce sont des jeunes qui ont décidé de se révolter contre leur hiérarchie. À un moment donné, en fait, ils ont mutiné contre leur hiérarchie parce que les généraux, si vous avez remarqué, ils étaient déjà du côté de Andrazwell parce qu'il y a eu des généraux dans son équipe, dans Ruffin. Donc, il y a eu des généraux dans son équipe, le Premier ministre et un général. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est la Gen Z, au niveau militaire, qui s'est mutinée. Voilà. Ahmed Hassan. Oui, oui, Cynthia, la plupart des gens qui regardent Madagascar, ils se disent que surtout la plupart des jeunes de la jeunesse de l'océan Indien, par exemple aux Comores, aujourd'hui on voit Madagascar avec un regard de satisfaction, d'envie, presque d'envie, parce qu'aux Comores on vit les mêmes réalités, les mêmes galères. Les gens ils n'ont plus de l'eau, de l'électricité.
et ceux qui sont au pouvoir, ils prennent l'argent, on voit leur famille. En fait, on peut faire un parallèle au Comores. Vous, en tant que militante, activiste, vous avez dit que vous pouvez mourir pour la cause des Malgaches. Est-ce que vous pouvez inspirer cette jeunesse qui nous regarde actuellement sur la chaîne libre des Comores à travers le monde? Alors moi, je dis à la jeunesse de rêver grand. Moi, j'ai toujours rêvé grand pour moi, pour ma patrie, pour mon pays, pour mon peuple. Et c'est pour ça que j'ai vu aussi que les gens, en fait, quand ils n'ont pas peur de la mort, ils déplacent des montagnes. Et même les grands philosophes de ce monde ont peur de la mort. Alors que quand on n'a pas, en fait, quand on n'est pas contrôlé par la peur, eh ben, on peut avoir des ailes. Et quand on a peur, ce sont les gens qui nous contrôlent. À partir du moment où on se défait de nos chaînes, c'est nous qui prenons le contrôle. Et on peut matérialiser beaucoup de choses. Voilà. Saïd Hassan, il faut rappeler parce qu'il y a à peu près 1400 personnes sur Facebook et plus de 500 personnes sur YouTube et partout sur les plateformes de chaîne libre des Comores. Il y a ceux qui viennent d'arriver. Il faut rappeler qu'actuellement, l'île Maurice est mécontent. Le gouvernement de l'île Maurice n'est pas content parce qu'il paraît qu'il y a une famille malgache, l'ex-président Premier ministre. L'ex-premier ministre de la République de Madagascar a pris la fuite. Il est actuellement avec sa famille. Ils ont atterri à l'île Maurice. Le gouvernement de l'île Maurice vient de réagir par un communiqué qu'il n'est pas content et ne veut pas que la situation malgache se transfère parce que s'il y a des réfugiés, il y a des gens qui avaient le pouvoir qui fuient vers ce pays. Peut-être que le peuple malgache peut demander l'extradition. Et puis, Saïd Hassan, on va revenir parce que le gouvernement comorien a réagi. Président Zala Asmani a réagi, on va le dire, mon frère Saïd Hassan. Et puis, ceux qui observent maintenant les images sur l'écran, vous voyez l'avion, il paraît que le président de la République, l'ex-président de la République de Madagascar, Anjolina, il paraît qu'il a fui le pays. Cynthia, Oui. Vous pouvez nous confirmer? Je le confirme parce que dans mon groupe, en tout cas, c'est confirmé qu'il a fui le pays. Et il est où actuellement, Cynthia? À La Réunion. À La Réunion. Voilà. D'accord, voilà. Parce que lui, il a la double nationalité, si j'ai bien compris. Il a la double nationalité. Enfin, il n'a pas la double nationalité. En fait, à partir du moment où il a demandé la nationalité française et la naturalisation en 2023, en fait, il perdait la nationalité malgache. En fait, on peut avoir la nationalité que par filiation, avoir la double nationalité que par filiation. Mais en dehors de ça, si c'est de la naturalisation, on perd la nationalité malgache. En fait, il ne devait même pas se présenter. C'est pour ça, en fait, je dirais pas que c'est facile de le sortir de là parce que c'est quand même quelqu'un de très riche, très puissant. C'est la première puissance malgache. Il a une richesse qui vaut 1 milliard d'euros. Donc, mais son pouvoir a vacillé parce que il n'était pas légitime de monter au pouvoir. Et il y a eu aussi, il y a eu aussi des tricheries au niveau des élections présidentielles. Donc, voilà. Il a mis les opposants en prison, il a bousculé tout le monde, il s'est arrosé tout le pouvoir. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Et vous pouvez dire quoi, Madame Cynthia, par rapport aux gens qui pensent qu'ils sont indéboulonnables, ils sont éternels? En fait, je vais vous dire une chose, moi je rigole, hein. C'est parce qu'en fait, c'est de par leur arrogance, parce qu'ils étaient trop arrogants, les deux. Ravalomanana et avec une Tsai qui est en train de quitter. Lui aussi, c'est une grande puissance. Il est la 5e fortune à Madagascar. Donc, Ravalomanana, il est avec eux. Donc, c'est leur arrogance. Ils ont cru que le pays, c'était leur terrain de jeu. Ils ont cru que le peuple, ne voilà jamais se soulever parce on a toujours été un peuple soumis et docile. Même dans notre éducation, il fallait pas contrarier les parents, il fallait pas contrarier la tata, la tantine, il fallait rester bien docile et sage malgré le fait que des fois les tatas et les tantines ne sont pas forcément gentils, par exemple. Donc il a bien cru qu'on était docile, mais en fait c'est de par leur arrogance et c'est là où on a décidé de se mettre en 3e pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a toujours 2 entités dans une guerre.
Mais c'est toujours la troisième puissance qui gagne. Et là, on a décidé que ce soit la Gen Z qui gagne contre eux. Voilà. Donc, il y a eu c'était une petite guerre entre Ravalomanana et Rajoelina de base. Oui. Et en fait, nous, on a décidé d'être la troisième entité, tout simplement. C'est pas si simple, mais c'est comme ça qu'on a vu les choses. Parce qu'il y a déjà Vous dites quoi à l'armée? Parce que l'armée, quand même, il pouvait rester fidèle au président malgache, mais a choisi d'être aux côtés du peuple. Vous dites quoi ce soir, Cynthia, à l'armée malgache? Merci. Alors, je vais remercier beaucoup de monde cette fois-ci. Je remercie l'armée d'avoir rejoint la Gen Z et d'avoir rejoint les VAOK. Je remercie aussi tous les reporters qui ont montré et qui se sont battus durant tout ce combat à montrer les images. Si on n'avait pas les reporters, on n'aurait pas toutes ces images-là. Je remercie aussi toute l'association des médecins, l'association des artisans, l'association des étudiants d'Akat, tous les étudiants de Madagascar aussi. L'association, en fait, on s'est tous associés ensemble. Je remercie le peuple malagasy. Je remercie la diaspora d'avoir donné les moyens financiers pour arriver à ce niveau-là. Et je remercie tout le monde, en fait. Et aussi, je me prosterne devant tous les morts qui sont tombés au combat. Et j'espère aussi que toutes les personnes qui ont été torturées ou encore qui ont été blessées se rétablissent rapidement. Voilà. Mohamed Abdou. Cynthia, je reviens toujours sur votre groupe, votre mouvement, parce que là, maintenant, on va dire qu'ils sont en victoire. Parlez-nous un peu de l'expérience de ce groupe. Au départ, vous étiez combien? Parce que tu étais parmi les fondateurs de ce groupe. Donc, oui. Parle-nous un peu de l'expérience, comment vous avez commencé, et vous étiez combien au départ? Au départ, on était seuls. Au départ, j'étais seule. Après, des gens m'ont rejoint, c'est-à-dire Yana, Mensa. En fait, je peux pas dire leur nom parce qu'elles ont encore peur et tout, mais on était... Il y a aussi Gen Z, Mada, il y a aussi Sankara, parce qu'on est, on est fan de Sankara. Après, il y a eu un ballet des influenceurs, il y a eu Naps, il y a eu... en fait, au fur et à mesure, on a été rejoint par beaucoup de monde. Il y a eu Michael, il y a eu... en fait, il y a eu beaucoup de monde au fur et à mesure, mais au départ, j'étais seule. Et au fur et à mesure, on s'est mis ensemble. Et c'est marrant parce que ce sont des enfants de 2002. Enfin, je veux dire, des parents se sont battus en 2002 pour la liberté actuellement, qui sont pour la plupart se sont réveillés aussi actuellement. En fait, c'est un héritage visiblement. Donc, on a essayé de réveiller le peuple. Et au fur et à mesure, en fait, il y a des gens qui sont venus avec nous. Vanessa Manou. Nirso, par contre, elle est politicienne, mais elle était aussi avec nous dans le combat. C'est-à-dire que le botulisme, c'est elle qui a réussi à soigner à envoyer les 4 derniers malades à se faire soigner à Maurice. Aussi, concernant l'affaire Romivous, je ne sais pas si vous connaissez cette affaire. C'est le président qui est mouillé jusqu'au cou. Et ben, c'est elle aussi qui a réussi à mettre cette affaire-là, justement, sur la table. Donc, c'est une femme de poigne aussi, Fanny Sou. Je vous invite aussi si vous avez l'occasion de l'interviewer, c'est une femme qu'il faut suivre. Voilà. Madame Cynthia, on va parler d'une image. Vous savez, il y a les sages qui disent que l'image vaut 1000 mots. Vous voyez sur l'écran, il y a une femme, une dame qui est devenue le symbole de Madagascar aujourd'hui dans le monde entier. On a vu plusieurs unes des journaux du monde. On parlait de cette image. Nous allons mettre cette image et vous allez nous commenter. Est-ce que vous connaissez cette dame? Est-ce que vous la connaissez? Non, je ne la connais pas, mais elle est athlète. Voilà, elle est là, Une jeune femme, elle est athlète. Je la connais pas forcément. C'est
Ce sont c'est des copines qui la connaissent, mais elle est athlète. Je sais qu'elle est athlète. Et est-ce que c'est... On voit cette image qui est là, qui défend son peuple avec des cailloux, alors que les militaires, ils ont des armes. Comment exactement. vous expliquez ce symbole d'image? La patrie ou la mort. Comme je dis, notre mouvement, c'est la patrie ou la mort. On n'a pas peur de mourir. Parce que si on a peur de mourir, on se fait dominer au niveau spirituel et intellectuel. Donc nous, on veut avoir le pouvoir sur nous-mêmes. Hein. Et du coup, voilà. Et du coup, est-ce que c'est nouveau ou pas le fait que les femmes ils sont engagées dans une manifestation comme ça, ou ça a toujours existé? Dans le premier rang, en fait. En fait, nous les femmes, après, j'ai pas vu les mouvements d'avant parce que je suis trop jeune pour connaître les mouvements de 72, etc. Mais en tout cas, nous les femmes, on a beaucoup contribué à la réussite de cette révolution. Parce que moi, je considère que c'est une révolution. Il y a beaucoup de femmes, Vanessa Manung, Fanny Rousseau Ernève, ou moi, cette jeune fille, Alissa qui était avec son quad et qui s'est fait aussi arrêter. Il y a aussi les deux femmes qui étaient avec Baba pour demander la manifestation pour le 25 septembre. Elles étaient aussi arrêtées, Clémence et Lily. En fait, après, on a eu des reines. Hein. On a eu Ranavala 1er, Ranavala 2, Ranavala 3, Raswern. On a eu beaucoup de reines sur nos terres. Et je pense que c'est la première fois, par contre, que je vois autant de femmes dans les images, parce que la plupart du temps, c'était des hommes qui prenaient le pouvoir. Et j'espère que cette fois-ci, la mère patrie, parce que nous, on dit pas la matrie, parce qu'on dit pas Firénée en malaga, ça veut dire reine. Reine, ça veut dire mère, et pour désigner la patrie. J'espère que cette fois-ci, ce sera une femme qui va conduire le pays et il y aura des changements. Et ce sera une révolution. Et c'est une révolution. Moi, je considère ça comme une révolution. Je considère ça pas comme un coup d'État, c'est une révolution parce que c'est un soulèvement du peuple, comme en 1789. Donc, nous sommes en train de faire notre révolution. Et j'espère cette fois-ci que le néocolonialisme et l'impérialisme ne restera pas sur nos terres. Voilà. Cynthia, cette image d'une femme qui lutte devant des militaires qui ont l'arme alors qu'elle a des pierres, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes comoriennes qui nous regardent en ce moment, qui vivent la même galère, la même situation? Leurs enfants n'ont pas d'éducation, leurs enfants n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas accès à l'eau, les familles souffrent. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes que voilà, moi, Cynthia, j'ai participé à cet élan, voilà la révolution malgache, vous les Comoriens, vous les femmes océans indiennes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce moment? Puisqu'on a 3000 personnes, sur toutes les plateformes de chaînes libres des Comores. Alors, je m'adresse à vous, à mes sœurs comoriennes. En fait, battez-vous. Il faut toujours se battre. Battez-vous pour votre foyer, battez-vous pour votre vie, battez-vous pour votre survie. Et survivre n'est pas forcément une vie idéale. Donc, pour réussir à ça, il faut se battre pour la patrie. Et ayez le courage de parler. Libérer les paroles. C'est la première chose à faire. Moi, j'ai appris à mon peuple à désobéir. Nous sommes des gens qui obéissaient tout le temps. Et en fait, j'ai appris pendant 3 ans la désobéissance. Vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez aussi changer le système. La corruption, le népotisme doit faire ces derniers jours-là. Et levez-vous parce que c'est la terre de vos ancêtres. C'est peut-être la terre de vos ancêtres, mais c'est aussi la terre de vos enfants. C'est sur vos terres que vos enfants vont grandir. Et donnez-leur un futur. Moi, je me suis battue pour mes enfants, pour que je puisse leur donner un futur meilleur. Est-ce que vous avez eu des menaces, Cynthia? Vous avez eu des menaces? Oui, j'ai même eu un mandat d'arrêt international. Et maintenant, en fait, ils ont envoyé des lettres, etc., pour que je sois arrêtée, etc. Donc, oui, j'ai eu des menaces. Et en même temps, j'ai eu aussi des menaces de kidnapping au niveau du gouvernement. Donc, ils ont voulu aussi me kidnapper. Mais ceci étant dit, la cause, elle est plus grande. Et il faut pas oublier qu'en fait, quand on veut se battre,
contre l'argent, parce que c'est l'argent qui domine. On a toujours su que c'est l'argent qui domine, ce sont les idées. C'est les idées et le peuple. On met dans la tête de tout un chacun des idées, des idéaux. Et ensuite, le peuple se réveillera. Et il faut libérer la parole. Il faut vraiment libérer la parole. Il faut commencer à dire ce qu'on n'aime pas. Par exemple, j'aime pas le riz. Je n'aime pas le riz. Je vais dire, j'aime pas le riz. J'aime pas le fait que l'électricité ne fonctionne pas. Je vais dire, je n'aime pas l'électricité qui ne fonctionne pas et je vais dire à tout le monde. Et je vais commencer par moi. Après, je commence à dire à tout le monde qui m'entoure. Et au fur et à mesure, en fait, les gens aussi vont réagir. On est dans un système. Nous sommes des êtres communautaires. Enfin, et c'est pour ça que les gens vont interagir aussi. Et en fait, à un moment donné, tout le monde va se rejoindre sur les idées et sur ce qui ne va pas et sur ce qu'on peut faire aussi par la suite. Parce qu'il faut toujours, on est là, on est en pleine révolution, mais il faut déjà penser au futur, il faut penser déjà à l'avenir des enfants, à l'avenir du gouvernement et comment on va mener ça. Donc, en fait, il faut vraiment libérer cette parole. Commencez à parler. Commencez à dire ce que vous n'aimez pas. Et vous allez voir, ça va être facile. Parce que vous allez vous rebeller. Et à un moment donné, ça va. Tout le monde sera au même diapason. Hein. C'est pas qu'une seule personne qui va se rebeller, hein, mais c'est tout le monde qui va se rebeller, qui sonnera au même diapason et qui, au final, demandera ce qu'il faudra demander, exigera plutôt ce qu'il faudra exiger. Mohamed Abdou, allez-y. Mohamed Abdou, allez-y. Oui. Est-ce que dans le cadre de vos actions, vous avez des relations avec les opposants, avec l'opposition malgache? Écoutez, non. J'ai pas de relation avec ni le président, les anciens présidents, ni encore la seule personne avec qui je suis en relation parce que elle est engagée dans notre combat, c'est Vanir Souernev et elle a son parti politique. Hein. Mais le reste, les opposants, j'ai pas de relation avec eux. Bonjour, au revoir. Oui, je les ai vus déjà. J'ai déjà vu les présidents, etc. Mais en fait, ils sont obsolètes. Ce sont des gens à qui on a donné la chance, mais qui n'ont jamais rien fait. Donc, à un moment donné, il faut faire sans eux. Et il faut même leur conseiller. Et là, actuellement, la personne que vous faites confiance, vous n'avez pas une leader ou quelqu'un que vous faites confiance toutes mes copines, actuellement, c'est moi-même et toutes les copines et tous les copains, enfin tous les amis, en tout cas tous mes amis. Moi, je suis copain-copine parce qu'en fait, j'ai beaucoup de followers aussi. Donc, je les appelle comme ça. En fait, toutes les personnes qui m'ont fait confiance, je leur fais confiance. Et je pense qu'il faut avancer dans la confiance quand on veut construire quelque chose, dans la solidarité. Et dans ce combat, c'est la solidarité qui s'est beaucoup mise en valeur. Parce que solidarité pour le financement, solidarité pour se battre. Parce que faut dire que avec nos panneaux et se faire tirer dessus par la police à balles réelles, et ben en fait on s'entraide aussi pour soigner les blessés, etc. Et en fait il y a eu une grande solidarité autour de nous. Et je pense que c'est aussi une épreuve de la vie, de Dieu, enfin de Allah, comme on dit. C'est parce qu'en fait, quand il y a une bénédiction qui arrive, il y a d'abord quelque chose qui nous tourmente, qui fait que on doit se battre pour mériter cette bénédiction-là. Et c'est ce que je dis, le combat, il continue. C'est pas fini, hein. C'est pas fini parce qu'il y a des dinosaures qui veulent encore reprendre des places. Il y a aussi l'équipe de Ravad Maka qui va aussi se placer, l'équipe de Andrazuel aussi qui veut encore soutirer des miettes. Et ben nous, on doit rester vigilants. Et on doit se battre jusqu'au bout et je fais confiance en mon équipe. Je fais confiance aux amis. Et quelle est votre proposition? Aller dans une transition ou aller dans des élections? Transition ou élection? Alors, moi, je suis plus pour l'élection.
Je pense qu'il faut aller directement dans les élections, organiser des élections parce que c'est la démocratie. Après, sur le terrain, je pense qu'ils vont plutôt choisir la transition. Et la transition, est-ce que c'est une transition civile ou militaire? Et là, c'est dangereux pour une transition militaire, hein, c'est très très dangereux. Mais civile, si c'est toujours les mêmes dinosaures qui vivent là, non merci. Moi, je pense qu'il faudrait des nouveaux visages au niveau politique. Et la Gen Z, parce que c'est la Gen Z qui s'est battue pour avoir pour ses droits, donc mettre la Gen Z en avant et oublier tous ces dinosaures politiques qui ne nous ont jamais donné quoi que ce soit. Voilà. Très bien. N'oublie pas de partager, continuer à partager, à réagir sur le live. Moi, Cynthia, on a vu des jeunes malgaches issus de la diaspora qui sont partis aller participer à l'histoire. Comment expliquer ces gestes des jeunes de la diaspora qui sont partis aller manifester pour libérer le pays? En fait, moi, je trouve ça un élan de solidarité énorme. J'ai des copines médecins qui sont allées. Elles ont été sur le terrain, elles ont même été visées à balles réelles, etc. Elles ont bien vu les trous dans les corps, etc. Je trouve ça génial parce qu'en fait, la solidarité doit s'étendre à tout le peuple et même à toute l'Afrique. Je pense que de toutes les façons, comment on s'est sorti lors de ces dernières années-là ou de la décolonisation, on nous donne pas forcément la chance, hein, nous, en tant qu'Africains. On nous donne pas cette chance-là et c'est toujours la famille, c'est toujours cette solidarité-là qui va nous pousser et qui va nous donner des ailes. Et c'est toujours ça aussi qui va faire que on va tenir debout. Donc, notre foyer, notre cocon et surtout nos chaumières, c'est aussi ça qui fait que nous, on arrive à survivre pour l'instant et il faudra vivre, il faudra mettre et faire émerger beaucoup de choses. Et là, heureusement qu'on a des fondations solides. En Afrique, on a une fondation solide, c'est-à-dire que nous avons la solidarité. C'est pas comme dans les pays européens où l'individualité prime. Donc, cette solidarité-là a été pour nous salvatrice. Voilà. Ahmed Hassan. Saïd Hassan, on va prendre une question de gens qui nous suivent sur TikTok. Allez-y, on vous écoute, monsieur. TikTok. Bonsoir, c'est Momo de Comorinfo. D'abord, je remercie mes collègues, mes frères qui m'ont donné cette chance pour poser les questions à Cynthia. Madame, d'abord, Cynthia, et quoi c'est que vous avez fait ce geste-là, c'est vraiment c'est impact pour toute l'Afrique. Je voulais savoir dans combien de temps vous avez arrivé à faire ces combats. Dans combien de temps vous avez fait les combats? Et deuxième question, quelle est la réaction que vous dites, par exemple, au président comorien qui soutient ces dictatures-là qui existent dans tout le monde entier, et Bill Maurice aussi, et les autres? Quelles sont les réactions que vous avez réagi par rapport à toutes les situations en général? Merci. Me faire comment il faut. Merci beaucoup. Ok. Je ne sais pas si Cynthia il a entendu ou Ahmed, vous allez répéter. Oui, mais il demande combien de temps vous avez mené cette lutte et comment vous allez aussi durer aussi longtemps qu'il est nécessaire et comment aussi quelles sont les réactions de tous les pays de la sous-région comme l'île Maurice, Comores. Mais ça, on va revenir parce qu'il y a eu les réactions. Il y a eu la réaction du président Zali par un communiqué de la présidence, mais on vous laisse d'abord répondre à la question de notre confrère de Comores Info. Donc, comment j'ai fonctionné, c'est que ça fait depuis qu'il est au pouvoir, moi j'étais contre, hein, parce qu'il y avait beaucoup de monde de mon entourage qui sont éliminés. Donc, j'ai d'abord analysé comment il fonctionnait au niveau communication. Et j'ai compris toutes les failles quand il faisait de la désinformation, etc. Donc, moi, de l'autre côté, je restaurais. Et j'apprenais à mes frères et sœurs vraiment la géopolitique. Mais j'ai vulgarisé la géopolitique, justement.
en rigolant, en faisant. En fait, au final, les Malagasy, ils sont en détresse, en pleine détresse, mais ils cherchent toujours à sourire. Donc, je faisais des petites blagues sur certaines choses, mais tout en mettant un doigt sur ce qui pose problème. Et j'explique. En fait, pendant 3 ans, pendant peut-être 3-4 mois, je les ai étudiés. Et après, en fait, je me suis mise en action. Et visiblement, ça a pris la mayonnaise. Et c'est comme ça que, en 3 ans, j'ai réussi à faire de la désobéissance civile, mettre la désobéissance civile déjà dans la tête de tout un chacun. Et c'était pas forcément évident parce qu'on est un peuple qui est des Malagasy, ils sont très, très, très chrétiens et très croyants. Parce qu'on a aussi des musulmans, on a toutes les religions sur nos terres, et on se respecte tous d'ailleurs. Et en fait, nous, comment dire, on est très obéissants. Et c'était très difficile parce qu'à un moment donné même, je me suis dit, j'abandonne parce qu'en fait, ils veulent pas se réveiller. Et à chaque fois, je cherchais des idées, mais ils voulaient pas se réveiller. Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que ma copine qui a déjà le nom Gen Z depuis quelques années, en fait, il fallait juste trouver l'idée, mais c'était juste sous notre nez, mais on n'a pas, on n'a pas forcément tilté. Mais au final, c'est très très bien parce que c'est un chemin et vous avez réussi. Oui, il faut dire qu'il faut battre. Si vous voulez gagner contre ces gens, c'est au niveau de la communication. Et au niveau spirituel aussi, hein. Faut dire que ce sont des gens qui savent faire des choses. Et au niveau spirituel aussi, et à tous les niveaux, politiques, etc. Mais si vous êtes un bon communicant, surtout notre président, enfin notre ex-président, c'était un très très bon communicant. Il était très très bien entouré. Et en fait, il faut prendre des masterclass chez eux. Il faut. Surtout on a vu, excusez-moi, c'est surtout on a vu que ces derniers temps. Surtout, on a vu que ces derniers temps, ces messages, ils passaient par les réseaux sociaux. Donc, c'est la preuve, vous avez raison. Oui. Et en fait, on a... Chaque fois qu'il s'exprime, c'est par son page Facebook des réseaux sociaux. Oui. Mais aussi, on a eu aussi une grande solidarité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on faisait Free Madagascar, c'est toute la communauté qui partageait. Et en fait, il y avait plus d'individualisme. On dit tout le temps, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Et là, en fait, on a décidé de se soutenir tous. Et comme il fait la guerre au niveau des réseaux sociaux, nous aussi, on est obligés de riposter ensemble. Et en fait, le fait vraiment qu'on reposte les posts des copines sur des amis sur les réseaux sociaux, de tous ces influenceurs-là, parce qu'il y a eu beaucoup aussi, il faut aussi se diriger vers les influenceurs, vers les chanteurs, parce que lui, il a utilisé les chanteurs pour dominer le peuple. Et nous aussi, en fait, on a décidé aussi de prendre du poids. Et là, il y avait beaucoup d'influenceurs. C'était les influenceurs qui ont le plus contribué au niveau des artistes, parce que je pense qu'il y a des influenceurs qui dansent, etc., qui ont fait que on arrive là. Et aussi le milieu du rock malagasy était là dès le début. C'était des artistes, les seuls artistes d'ailleurs au début des manifestations. Après, certains artistes ont rejoint et il y a même des artistes qu'on boycotte maintenant, qu'on n'écoute plus. Parce que nous aussi, on a lancé aussi du boycott. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un artiste soutenait le président de la République, on boycottait. Et je peux vous dire que ça fonctionnait. Mais énormément. Un artiste qui était super connu avec 1 million de followers, qui va chanter à Mahamas, mais qui se fait huer et lancer des cailloux dessus. Franchement, moi, je me suis délectée. Et aussi, en fait, parce que les artistes sont les instruments de ce président-là. Ils aiment bien divertir et ne rien donner au peuple, juste le divertissement, mais le divertissement, ça nourrit pas. Et du coup, on avait même vu l'équipe nationale envoyer message au peuple. Comment vous avez réagi à ces messages, Cynthia? Alors, l'équipe nationale, j'avoue, je les soutiens de base, mais je les ai pas vus sur le terrain souvent. Et je suis vraiment déçue de cette équipe-là, sachant que la femme d'un des joueurs était arrêtée par le président de la République. Elle était enceinte. Et j'ai pas vu de soutien aussi de leur côté.
Donc moi, l'équipe nationale, ils m'ont beaucoup déçu. C'est malheureux, hein, parce que j'aime bien le foot, j'adore le foot. Et pourtant, eux, ils se sont pas manifestés plus que ça. Voilà. Ils auraient pu faire autre chose parce que eux, ils avaient une voix à porter, ils avaient toute la voix de tout un peuple, mais ils n'ont rien fait. Cynthia, comme on a dit, une image vaut 1000 mots. On a vu une image d'un jeune devant une foule, voilà, devant une foule nombreuse. Qu'est-ce que vous pouvez nous traduire? Qu'est-ce qui est en train de galvaniser le peuple? Alors, il a dit que nous, on nous rend pauvres. Nous, à Fédération, il ne donne pas de perspective non plus. Pourquoi il n'a pas fait des industries? Pas construire des industries? Mais je connais le texte. Hein. Pourquoi il a construit des industries? Mais pourquoi il n'a pas construit des industries, mais des prisons? Parce que nous, ici, on ne nous donne pas de perspective d'avenir. Nous, on ne veut plus de toi. Il faut que tu dégages de là. Voilà. Donc, c'est ça. On voit, comme vous avez dit, la communication, ça galvanise le peuple. Ça se voit, le peuple qui écoute, il est galvanisé, il est prêt tout de suite à sauter, à aller à l'assaut. Comment vous pouvez décrire cette image? M'a beaucoup frappé. C'est pour cela que je voulais que vous traduisiez les propos de ce monsieur. Parce qu'en fait, il y a aussi la rage. Parce qu'on a oublié que c'est quand même 16 ans de dictature. Donc, 16 ans de dictature de André Azoulay. À un moment donné, ben, tout le monde est en colère. Il en a tué beaucoup. D'autres sont passés sous la trappe, etc. Mais il en a tué beaucoup, ce sanguinaire. Donc, à un moment donné, ben, c'est toute cette rage-là. Et tout cet espoir-là aussi, qu'on entend dans sa voix. C'est pour ça que on est galvanisé quand on l'écoute parler. Je reçois beaucoup. Oui, je reçois beaucoup de messages par vous, Cynthia. Merci, Cynthia. Vous êtes la fierté de l'Afrique. J'espère que vous n'allez pas s'arrêter là. C'est ça ma question, Cynthia. Alors, parce que je reçois une question, est-ce que vous allez arrêter là ou vous allez aider d'autres peuples africains à se libérer ou pas? Parce qu'on voit la Côte d'Ivoire, on voit. Est-ce que vous allez dire que ça y est, mon objectif est atteint ou je vais continuer à aider d'autres peuples? Écoutez, moi, depuis que j'ai 17 ans, depuis que je suis au collège, même depuis encore plus jeune, j'ai toujours été activiste et militante. C'est-à-dire que l'histoire du Darfour, je le tiens à bras-le-corps. L'histoire du Congo, le génocide au Congo, je suis debout. En fait, tant que ce sont des Africains, moi, je me bats. Et je me suis toujours battue depuis que je suis petite. C'est-à-dire que c'est pas forcément que maintenant. Là, je me bats pour Madagascar, mais je me suis battue pour le Darfour. Je me suis battue pour le Congo. J'ai vu de l'AES de près aussi, le Niger, le Mali, etc. J'ai toujours alerté sur mon compte, il est banni, mais j'ai toujours alerté sur les sujets africains parce que je pense que si on n'est pas ensemble en tant qu'Africains, on ne pourra pas sortir du joug néocolonialiste. Voilà. Donc, mon combat, il va continuer. Mon combat, il a toujours été là et il va pas s'arrêter là. Et quand vous ferez la révolution, et je vous réveillerai aussi, et vous. Si, voilà. Si ça vous intéresse. Donc, nous. Qu'est-ce qui manque à ces jeunes africains qui voient des dirigeants qui veulent rester au pouvoir à vie? Qu'est-ce qui manque à ces jeunes-là pour se réveiller, pour faire l'exemple de Madagascar aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque, Cynthia, selon vous, l'expérience que vous avez vécue? Il ne manque de rien de base. Ils sont très intelligents. Juste en fait, ils ont juste la peur. C'est la peur qu'il faut les enlever. Ils ne manquent de rien du tout. Ils sont juste habités par la peur parce qu'ils ont peur de leurs dirigeants. Dites-vous que là, je me bats pour. Il y avait une image de moi sur Cachan. Je me bats pour des jeunes filles actuellement qui ont été violées par le directeur de Cachan, etc. Du foyer universitaire. Et eux aussi, ils sont encore malléables. Ils ont encore peur. Et en fait, les jeunes filles ont été violées.
Et personne, enfin, tout le monde veut les aider, mais personne du foyer n'a osé sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes et ils ont peur. Et en fait, ils ont encore peur des figures d'autorité. Ils ne sont pas forcément, leurs cerveaux ne sont pas forcément prêts à recevoir des choses aussi violentes. Pourtant, ils reçoivent des choses violentes tous les jours. Et c'est pour ça, en fait, et il faut leur enlever cette peur-là et il faut de ce fait libérer la parole. Les jeunes Comoriens sont intelligents. Je peux vous dire que moi, avec la Gen Z, les gens, ils disent, ouais, ils sont bêtes et ça, mais ils sont très au fait de la géopolitique. Ils sont très au fait de la politique. Ils sont très au fait du fait que les gens sont corrompus. Ils voient la différence de vie entre par exemple, les jeunes riches des gouvernements qui voyagent avec du Chanel, du RMS et etc. Et eux, ils ont du mal à se vêtir et à se nourrir. Ils voient tout ça, hein. Ils voient tout ça. Mais en fait, c'est la peur qui les enchaîne. Et à partir du moment où ils se libèrent de leur peur, ils auront des ailes. Mohamed Abdou, allez-y, Mohamed Abdou. Mohamed Abdou, une question? Oui. La Gen Z, est-ce qu'il sera capable de gérer le pays si le peuple lui donne le pouvoir, ou bien c'est juste un mouvement de revendication? Je pense qu'on est moi personnellement, j'ai de l'expérience, j'étais secrétaire général de mairie. Je suis aussi contrôleur de gestion, donc j'ai de l'expérience au niveau des territoires. Donc la Gen Z a aussi de l'expérience, aussi bien politique ou encore chacun dans leur domaine. Mais en fait, on n'est pas si jeune que ça. Enfin, on est jeune, mais on peut changer les choses. Donc, la Gen Z peut le faire. Parce que actuellement, à Madagascar, il y a des fuites de cerveau. La Gen Z, il y a des gens qui sont dans l'aérospatial. Il y a des ingénieurs. Il y a des jeunes qui font des études en géopolitique, en politique, en relations internationales. Voilà. Donc, nous, on peut changer les choses. Ce sont des étudiants que vous voyez là. Et les étudiants, c'est l'avenir. Et ils ont des rêves. Et ils ont des rêves à concrétiser. Les vieux, là, ils rêvent plus. Et ils ne concrétiseront rien. Ils sont déjà souillés. Donc, à un moment donné, il faut donner la main à toute cette jeunesse-là. Voilà. Ahmed Hassan, une dernière question. On a vu que le président Azali a fait un communiqué. Comment expliquer ces communiqués, Ahmed Hassan? Eh oui, c'est la deuxième question que Cynthia devrait répondre par rapport à la réaction des chefs d'État de la région. D'ailleurs, aujourd'hui, on a été surpris d'apprendre que la présidence de l'Union des Comores a réagi, a écrit un communiqué publié officiellement par les médias d'État. On va lire le communiqué. Le gouvernement comorien suit avec grande préoccupation l'évolution de la situation à Antananarivo dans plusieurs villes de Madagascar. Il rappelle que les crises profondes peuvent toujours trouver des solutions durables, non pas dans la confrontation, mais dans l'écoute mutuelle, le dialogue sincère et à la recherche de compromis responsables. Il attire l'attention à un changement anticonstitutionnel et appelle ainsi l'ensemble des acteurs malgaches à privilégier la voie pacifique dans la résolution de cette crise, notamment en faisant preuve de retenue, de responsabilité et d'ouverture. Pourquoi, Cynthia, je dis ça? Parce que c'est rigolo, parce que ce même gouvernement est en train de mépriser son peuple, est en train de mépriser aussi ses opposants. Il y a des opposants politiques actuellement en prison. Chaque fois, les gens qui s'opposent au régime, lorsqu'ils expriment des points de vue différents, la plupart, ils sont intimidés, d'autres encore, ils sont arrêtés et mis en prison. On voit la plupart des gens, personne n'ose se prononcer. Aujourd'hui, l'opposition n'ose même pas organiser une manifestation pacifique dans leur pays. Alors, on a vu
en lisant ce communiqué, ça prête à rire. Moi, j'ai vu des réactions des hommes politiques, des activistes, notamment comoriens, qui ont rigolé, qui ont dit « Ah, c'est le président Zali qui appelle à la retenue, au consensus mutuel. » Alors que lui, en 2024, le peuple est descendu dans la rue, il ne les a pas écoutés, il continue toujours les mêmes choses, rien n'a changé. Aujourd'hui, il avait promis un dialogue avec ses opposants, mais lorsqu'il y a eu la passation de pouvoir, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu l'investiture le 26 mai 2024, il n'a même pas appelé l'opposition pour s'asseoir autour d'une même table pour trouver une solution pour l'avenir du pays. Alors qu'aujourd'hui, le pays il est divisé en deux. Il est encore difficile encore parce que tout est bloqué. Il n'y a pas d'issue. Qu'est le dialogue et le consensus alors qu'ils ne proposent rien. C'est pour cela que la plupart des gens, ils rigolent quand ils lisent le communiqué de Betty Salam. Voilà. Et ceux qui viennent de rentrer, viennent de suivre maintenant chez Libre des Comores, nous rappelons que le président Ange Radzoel, il est actuellement à La Réunion. L'ancien Premier ministre aussi, il a pris la fuite, il est actuellement aux îles. À l'île Maurice. À l'île Maurice. Voilà, à l'île Maurice, voilà. Et puis, la réaction, on voit le monde entier, tout le monde est fier des Malgaches. Mon frère, c'est Dassan. Donc, c'est pour cela qu'on voulait parler de la situation et de la réponse du président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Une petite réaction, Cynthia, pour ces communiqués faits par Betty Salam. C'est la même chose qui se passe à Madagascar. C'est vraiment la même chose. Ils appellent à la communication, etc. Mais nous, on lui a donné sa chance pendant 16 ans. Il n'a rien fait. Et du coup, nous, on exige sa démission. Enfin, on a exigé sa démission. Et s'il veut vraiment un consensus, qu'il démissionne. Nous, on ne veut plus de lui, qui dégage. Je pense qu'il a assez fait de mal sur le pays. Donc, nous, on n'en veut plus. Et c'est ça, en fait, le dialogue. À partir du moment où il veut vraiment nous écouter, il veut vraiment entendre ce qu'on veut, c'est dégage de là, bien la ratouella, on ne veut plus de toi. Voilà. Très bien. Mohamed Abdou, Ahmed Hassan, chacun a une dernière question. Allez-y, on va commencer par Mohamed Abdou. Allez-y, Mohamed Abdou. Une dernière question. Voilà. Moi, ma question, Cynthia, comment tu expliques la fin de cette situation à Madagascar? Comment tu expliques? Tu vas dire que ça y est, on a la victoire ou non? On n'a pas la victoire parce qu'on n'est pas encore, on ne siège pas encore et on dirige pas encore le pays. Moi, je veux que la ZNZ soit acteur parce qu'ils ont toujours été acteurs dès le début, donc soit acteurs de leur futur. Ce sont soit les bâtisseurs de leur futur. Et tant que nous, Gen Z, on n'aura pas la place au pouvoir, et ben en fait, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que on ne veut plus des dinosaures parce que de toute façon, ils sont déjà pourris jusqu'au cou. Hein, ils ont déjà volé des millions et des millions et des millions parce que dites-vous que quand on arrive au pouvoir, surtout dans cette ancienne génération-là, c'est le jackpot. Hein. C'est des milliards et des milliards en jeu. Hein. Dites-vous au commerce, c'est la même chose. Hein, c'est des milliards et des milliards d'euros en jeu. Hein. On ne dit juste pas à la population, mais les dirigeants, ils pouvaient changer les choses. Les dirigeants, ils pouvaient orienter leur politique vers l'éducation ou encore vers, comment dit-on ça, vers l'électricité ou vers l'eau. Mais pourtant, ils ont décidé de diriger l'argent vers leur poche. Donc, à partir de ce moment-là, si c'est que leur poche qui les intéresse, et ben en fait, ils peuvent pas diriger. Normalement, il faut qu'ils dégagent. Et à un moment donné, ils appellent les gens à communiquer, mais on a essayé de communiquer avec eux pendant des années. La seule réponse qu'on avait, c'était la mort, la torture et les menaces. Donc, à un moment donné, ben nous aussi, en tant que peuple, on est fatigué et on s'est réveillé. Voilà. Surtout à Medassan, on a vu que le président, l'ancien président malgache, a essayé de régler le problème d'électricité ces derniers jours à Medassan. Comment expliquer? Parce que c'est vrai ce qu'il dit Cynthia, cela veut dire que voilà, il veut pas régler le problème, les dirigeants. Alors, il a voulu envoyer les groupes électriques et tout pour terre et tout. Mais en fait, là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Il avait ça depuis des années, pourquoi il n'a jamais orienté? Tout à fait, c'est ça la question. Pourquoi il l'a pas fait avant? Pourquoi maintenant? Et pourquoi que maintenant? Pourquoi il a orienté ça que vers les gens? C'est du favoritisme, donc c'est de la corruption. Donc nous, on ne veut plus de ça. Et il a qu'à dégager. On saura refaire nos infrastructures, nos routes, on saura faire des politiques de grands travaux. De toutes les façons, les 8 kilomètres dont il a dépensé aussi des milliards, vous avez vu, c'était une blague, hein. 8 kilomètres d'autoroute qui étaient en zigzag comme ça, c'était assez drôle, hein. Et c'est ce genre de président qu'on a. C'est-à-dire que c'est un président complètement corrompu jusqu'au cou et qui ne favorise que sa famille et ses amis et qui ne regarde même pas le peuple. Son fils, il va dans comment on dit dans une université qui vaut 150 000 euros. Et les Malagasy, lui, même pas 6 euros par mois, il donne. Les bourses, il a supprimé les bourses des étudiants, hein. Il a supprimé aussi le salaire des professeurs. Les professeurs, quand ils vont aller à l'université, ils donnent des cours gratuitement parce qu'ils n'ont pas été payés depuis des années. Ça, on n'en parle pas. Après, il utilise aussi la population parce qu'il y a aussi cette population qui meurt de faim, qui vraiment meurt de faim, hein, qui doivent se battre pour se nourrir. On a quand même, on vit quand même avec 2 euros. 2 euros par jour, maximum. On rappelle, c'est Dassan, que le Madagascar, c'est un pays de 33, à peu près entre 30 et 33 millions d'habitants. Et selon les statistiques, 75% de ces 33 millions d'habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins $1 par jour. Alors que le Madagascar, selon les statistiques, c'est parmi les pays riches de l'océan Indien, estimé à 800 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez confirmer, Cynthia? 800 milliards de dollars. Je confirme. En fait, les entreprises françaises, ils extraient nos matières premières. On a du pétrole, on a de l'or, on a des diamants, on a des saphirs, on a des rubis, on a des terres rares. On a aussi des trillions de gaz en dessous des îles éparses que la France ne veut pas nous rendre, alors que ça nous appartient, les îles éparses. Et en fait, c'est ça qui fait que les grosses entreprises sont là pour exploiter que les matières premières. Et en fait, et tous ces entreprises-là ne font pas forcément travailler la population locale. Ils font travailler des gens à l'extérieur. Donc, à un moment donné, on peut pas vivre. On n'a pas de perspective d'avenir. Ce sont les étrangers qui sont rois sur nos terres. Et nous, en fait, on n'est plus maître de nos terres. Et c'est ça qui est le problème majeur à Madagascar. On va prendre un exemple, puisqu'au Comores, on exporte la vanille comme le Madagascar. Selon les statistiques, 80% de la vanille internationale provient de Madagascar. Alors qu'aujourd'hui, est-ce que vous connaissez 1 kilo de vanille à Madagascar est vendu à combien? 1000 arrières. C'est-à-dire que c'est 0,20 centimes. 20 centimes le kilo. 20 centimes le kilo. Chez nous, au Comores, 1 kilo est vendu à peu près 5 euros. 5 euros. Il y a une différence énorme. Après. Et sur le prix international, j'ai appris hier que sur le prix international, c'est 300 euros le kilo. Ça veut dire que nos gouvernants, ils ramènent la vanille pour aller vendre à l'international à 300 euros le kilo. Ils viennent dans nos pays, ils échangent pour vendre à 5 euros le kilo aux agriculteurs, à nos familles, à nos parents, qui ne comptent que sur l'agriculture de la vanille pour éduquer nos enfants. Comment vous expliquez cette corruption organisée? En fait, ça, c'est les oligarques. C'est les oligarques qui dirigent. Et aussi les dirigeants. Par exemple, chez nous, c'est Ravalomanana qui monopolise tout le marché de la vanille maintenant. Et en fait, c'est lui qui force les entrepreneurs et les artisans et comment on appelle ça, les agriculteurs à vendre leurs produits à très bas prix. Sinon, de toute façon, ils n'auront pas de clients, etc. Et en fait, c'est un système néocolonialiste, c'est un système impérialiste qui est imposé dans tous les pays colonisés. Et en fait, il faut que ça change. Il faut que nous mettons
nous décidons en tant que peut-être s'organiser en association, etc. Mettons et imposons nos prix, les prix de notre vanille. C'est plus au gouvernement, c'est vraiment à se battre pour que ce soit les agriculteurs qui mettent le prix, qui imposent leur prix en fait. Et Cynthia, c'est quoi la suite? Quelle sera la suite? La suite, en tout cas, si pour plus tard, je souhaiterais me présenter au présidentiel malagasy et avec mes idées panafricanistes, c'est-à-dire que de toutes les façons, j'ai pas peur de la mort, comme je vous ai dit, j'irai jusqu'au bout et je changerai le pays. Je mènerai des politiques de grands travaux. Si on dit qu'il n'y a pas d'argent, on a de l'argent. Même aux Comores, on a de l'argent. Mais ils font croire qu'on n'a pas d'argent, mais on a de l'argent. Et je mettrai les Malagasy en premier. Parce que si y a personne, si c'est pas moi, qui le ferait? Donc, à équivalence, s'il y a une entreprise étrangère, c'est à équivalence. C'est-à-dire, s'il y a un président, il y aura toujours un président malagasy aussi. Un chef de service, il y aura un chef de service. En fait, c'est du 50-50. Et si c'est pas du 50-50, et ben, ça dégage. On n'a pas le temps et il faut se battre en fait, surtout au niveau du système impérialiste, parce que ce sont eux qui font que nos dirigeants suivent. En fait, les dirigeants, quelque part, ils n'ont pas le choix parce qu'ils suivent des règles des impérialistes et des oligarques. Donc, on a encore une mainmise de nos colonisateurs, peu importe qui c'est, mais voilà. Donc, il faut se battre pour ça. Il faut donner à la jeunesse et il faut donner aussi au pays, en fait, un souffle, un renouveau. C'est pour ça que je vous dis que c'est une révolution. Merci beaucoup, Cynthia. Medassane, c'est surtout que Cynthia, il a montré ce soir que voilà, il faut aussi avoir la volonté d'échanger les choses à Medassane. Eh oui, c'est ça le titre, Seydassane. Je défendrai Madagascar à tout prix. C'est le titre qu'on a mis sur l'émission aujourd'hui chez Libre des Comores. Seydassane, les réactions ont été nombreuses. On a eu plus de 3000 personnes en live qui ont suivi en live cette émission avec Cynthia, militante, activiste, qui défend son pays, qui défend le droit de l'homme, qui défend le peuple opprimé, qui milite pour le droit et qui milite aussi pour l'accès à l'eau, à l'éducation, à la nourriture, c'est Dassan, parce que c'est pas possible qu'aujourd'hui on voit nos présidents qui ramènent avec des jets privés, avec une forte délégation à faire le tour du monde, des décollages qui coûtent dans les 1 300 000 € aller-retour ou aller simple, alors que le peuple, lui, sur place, meurt de faim, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. L'acte qui m'a marqué l'esprit, c'est le fait que le président malgache, lorsque le peuple a dit il faut dégager parce que vous n'avez pas pu nous fournir de l'électricité, qu'est-ce qu'il a fait, Seydassane? À 24 heures, il a commandé des groupes électrogènes parce qu'il a vu que sa place est menacée. Ça, cet acte, c'est un acte criminel. On voit que ces gens-là, il faut esprit de pâtir le peuple, de le laisser mourir de faim, et pourtant, ils mettent des milliards dans leur compte bancaire. Moi, je pense que c'est Dassan, cette situation, cet exemple malgache doit être inspiré parce que les malgaches n'ont pas peur, n'ont pas eu honte de dire que oui, nous nous sommes inspirés des Népalais. Le Népal nous a inspirés. Et beaucoup d'autres pays aussi, mais le Népal, c'est le pays le plus proche, puisqu'on est à côté, on est dans l'océan Indien, on est en face à l'Asie. Donc, du coup, le Népal, lorsqu'il y a eu la révolution là-bas, elle nous a inspirés. Nous, on fait la même chose aujourd'hui. Mais comme Cynthia, elle a dit, ce n'est pas encore à 100% réussi parce qu'on suit l'évolution. Déjà, c'est un bon signe. Le fait que le président, il a fui, l'ancien premier ministre, il a fui, le président du Sénat était destitué. On aussi, Seydassane, on dit bravo aussi aux hommes politiques, même s'ils sont tous corrompus, puisqu'ils ne se sont pas campés derrière le président pour sauver des miettes d'argent. Moi, je pense que Cynthia, ce que vous pouvez faire à l'avenir avec votre organisation, avec la jeunesse Jeune Z Malagasy, c'est d'aller mettre en place une commission pour aller traquer tous les comptes bancaires de ces gens-là, tous les biens à travers le monde. Nous sommes déjà en train de faire. On est en train déjà de constituer des dossiers.
justement parce qu'on a des copines juristes, on a des camarades, des sœurs juristes, et du coup, ben, on est déjà en train de faire, on a des amies avocates aussi, et en fait, on est déjà en train de constituer des dossiers pour porter plainte contre eux au niveau national et au niveau du Cour pénal international. Mais en fait, nous, on veut d'abord qu'ils soient jugés au niveau national. Parce que, dites-vous que tous ces présidents-là, pourquoi ils peuvent revenir? C'est parce qu'ils ont été jugés au Cour pénal international, mais qui dirige ça? C'est toujours les Blancs. Donc, à ce moment-là, eux, ils ont déjà servi les intérêts de ces Blancs-là. Donc, à un moment donné, il faut que ce soit jugé sur nos terres. Et après, s'ils veulent juger au cours international, pénal international, c'est leur problème. Mais nous, on veut que ce soit jugé sur nos terres et on veut que ces gens-là reviennent et qui rendent des comptes aux Malakas. Parce qu'il faut pas que ça se reproduise parce qu'il y a eu déjà des antécédents sur cette situation-là. Donc, nous, on veut qu'ils soient jugés sur nos terres. Et après, qui peuvent juger au niveau international, on s'en fout. Mais en tout cas, il faut qu'ils soient jugés sur nos terres. Et c'est nos pères, et c'est ces pères aussi qui décideront de qui et comment il va terminer. Voilà. Voilà, c'est Dassan, c'est la situation. Ce que je voulais merci, faire, merci et surtout merci parce que vous êtes nombreux à nous suivre le direct et continuez à partager, à abonner sur la chaîne libre de Comores. Cynthia, si vous avez un message à adresser ceux qui nous regardent ou le malgache qui nous suit maintenant, quel sera votre message? Parce que, comme j'ai dit, il y a d'autres qui se battent jusqu'à maintenant. On voit le Côte d'Ivoire, on voit le Maroc, qui sont pas encore arrivés. Vous êtes arrivés. Quel message envoyer, Cynthia, avant de fermer notre émission?